Je dis, les coups d'État néocolonialistes sont attendus au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, Brazzaville, en Centrafrique, voire au Sénégal. Je le dis et je le répète, les coups d'État néocolonialistes sont attendus au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, Brazzaville, en Centrafrique, voire au Sénégal. Vous avez mal entendu? Je recommence. Des coups d'État néocolonialistes sont attendus au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Congo, Brazzaville, en Centrafrique, voire au Sénégal. Maintenant, fidèle à vous-même, vous me direz, docteur des preuves, démonstration. Ça, c'est mon travail, la démonstration. C'est ce que j'adore. C'est quand vous me demandez les preuves. C'est là où je deviens encore meilleur. Ou bien vous craignez que les preuves me manquent. Bon, attendez alors. Je prends pays par pays. Et je vais vous montrer comment s'y préparent des coups d'État néocolonialistes. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État néocolonialiste? Le coup d'État néocolonialiste est une action menée par une frange minoritaire de l'armée contre les intérêts du peuple et en fonction des intérêts des puissances étrangères. C'est ça la définition. Qu'est-ce que c'est qu'un coup d'État néocolonialiste? Un coup d'État néocolonialiste, c'est la prise de pouvoir par les armes d'une minorité de l'armée, non pas au service des intérêts populaires, mais au service des intérêts des puissances étrangères qui ont cautionné, qui ont pistonné et qui vont encadrer les putschistes, en tant que, en réalité, valets du néocolonialisme et de l'impérialisme étranger. On oppose le coup d'État néocolonialiste au coup d'État révolutionnaire. Avec le coup d'État révolutionnaire, on a une aile majoritaire dans l'armée souvent, parce que très proche des hommes de la troupe, cette aile-là va prendre le pouvoir par les armes pour défendre les intérêts et les aspirations populaires en vue d'améliorer le sort des couches les plus défavorisées, les plus discriminées, les plus brutalisées, les plus abandonnées du peuple en souffrance. Il y a ainsi deux sortes de coups d'État globalement. Que ce soit des coups d'État civils ou militaires, ils sont soit néocolonialistes, et on les appelle encore réactionnaires, soit alors ils sont des coups d'État révolutionnaires, c'est-à-dire anticolonialistes et anti-impérialistes. En 2021, le coup d'État qui a conduit Mahamat Idriss Déby Itno au pouvoir était un coup d'État néocolonialiste. C'était un coup d'État qui a été mené avec l'approbation de la puissance néocolonialiste française. Tout le monde l'a vu. Au Gabon, le coup d'État qui a permis à Oligui Nguema de prendre le pouvoir, c'était un coup d'État néocolonialiste. Il a été mené avec l'approbation de l'ancienne puissance coloniale française et de ses alliés européens. En Guinée-Conakry, le coup d'État qui a porté Mamadi Doumbouya au pouvoir est un coup d'État néocolonialiste. Il a été mené avec l'approbation de l'ancienne puissance coloniale et de ses alliés occidentaux, notamment, ici on a même vu en première ligne des éléments de l'armée américaine. La plupart des pays qui sont dirigés par des dictateurs en Afrique francophone, comme le Cameroun, le Congo-Brazzaville, comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, sont des pays dans lesquels ont été perpétrés des coups d'État civils néocolonialistes, à répétition, à travers le viol des constitutions, à travers la fraude aux élections, à travers la brutalité contre les opposants, la brutalité contre les opposants, les crimes, les crimes contre les résistants, la brutalité contre la société, la haute corruption. Dans ces pays-là aussi, il y a des coups d'État civils néocolonialistes. Car, je vous le rappelle bien, les coups d'État ne sont pas que militaires. Il y a des coups d'État civils néocolonialistes. Biya, par exemple, est un putschiste civil néocolonialiste au Cameroun. C'est ce que Ouattara est. Le régime de Faure Gnassingbé est issu d'un coup d'État civil néocolonialiste. Alors que celui de son père était issu d'un coup d'État militaire néocolonialiste. Il faut que les Africains maîtrisent la réalité du continent, là, sur leurs petits doigts. Faustin Archange Touadéra en Centrafrique, il est en train d'aller vers un coup d'État civil. Il est en train de perpétrer un coup d'État civil néocolonialiste, avec son troisième mandat fabriqué de toutes pièces, alors qu'il n'apporte pas un changement notoire au sort du peuple centrafricain. Il est en train d'aller là.
vers le coup d'État néocolonialiste. Voilà pourquoi j'ai cité le Centrafrique comme un pays qui pourrait connaître un autre coup d'État néocolonialiste, répondant au coup d'État civil néocolonialiste que Touadéra est en train de préparer. Les gens n'aiment pas la vérité, hein, mais ce que je dis est vrai. C'est documenté. Le Ghana, Nana Akufo-Addo était tenté de faire un coup d'État civil néocolonialiste, puisqu'il ne voulait même pas que l'opposition prenne le pouvoir par la victoire démocratique. Il a fallu une opposition hyper résiliente et vigilante pour que John Mahamad Dramani gagne. Sinon, Akufo-Addo était prêt à faire un coup d'État civil néocolonialiste. D'accord? Donc, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville, le Centrafrique, le Sénégal. Je commence donc par le Cameroun. Mais au Cameroun, M. Biya veut imposer une monarchie à la tête du pays. Il prend des dispositions pour mourir au pouvoir et pour qu'on organise une élection truquée en faveur de son fils. Or, les services néocolonialistes savent que cette hypothèse risque de ne pas marcher. Elle risque de rencontrer une très grande résistance dans l'appareil d'État classique du Cameroun et dans l'opposition du peuple camerounais. Ça fait trop d'ennemis. Voilà pourquoi les néocolonialistes sont en train de préparer un schéma, un plan B, qui consisterait à provoquer un coup d'État néocolonialiste, un coup d'État militaire néocolonialiste, et donner ainsi une illusion de changement à la tête de l'État du Cameroun pour pouvoir garantir la stabilité de leurs intérêts, voire réaugmenter leurs intérêts un peu en perte de vitesse. Voilà pourquoi on prépare au Cameroun un groupe d'officiers minoritaires dans le pays, minoritaires dans l'armée, soutenus par des puissances néocolonialistes et impérialistes, qui auraient vocation à prendre le pouvoir, à simuler la révolution, le temps de tromper les Camerounais, et d'organiser la confiscation du pouvoir pour la même élite néocolonisée, qui depuis la mort des grands leaders indépendantistes camerounais, eh bien, confisque le pays, sous toutes sortes de motifs qu'on trouve. Je passe au pays suivant, la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est dans le même schéma. Il veut mourir au pouvoir et il souhaiterait être succédé par un membre de sa famille. Par exemple, son petit frère, Téné Birahim Ouattara. Alassane Ouattara pense qu'il a au moins encore 10 ans ou 15 ans à vivre, car il a une confiance excessive au terabistouillage, au rafistolage médicaux qu'il subit de semaine en semaine, et il se croit doué d'une baraka survivaliste exceptionnelle. Donc Ouattara se dit, j'ai encore 10 ans de pouvoir au moins. Et quand je meurs, le pouvoir sera partagé entre Dominique et la fiole. C'est ça son plan dans sa tête. Mais ce plan de Ouattara ne convainc pas tout à fait ses patrons néocolonialistes. Eux aussi préparent un carteron de militaires minoritaires dans l'armée et dans le pays, mais qui seraient soutenus de l'extérieur par eux, pour court-circuiter rapidement le plan Ouattara si la fragilité de Ouattara face à l'opposition ivoirienne incarnée par les présidents Gbagbo et Soro, si cette fragilité devenait tellement visible, on provoquerait le coup d'État néocolonialiste pour empêcher que le pays bascule entre les mains des panafricanistes révolutionnaires. Écrivez ça. Tilana yom me kalbe, Tilana iom i. Tilana. Écrivez. C'est ça qui nous guette en Côte d'Ivoire. C'est ça qui nous guette au Cameroun. On continue. Au Congo-Brazzaville, le vieux père Sassou Nguesso, lui, il a prévu de vivre longtemps. Il a une hygiène de vie particulière. Il surveille tous ses paramètres vitaux, comme on surveille du lait sur le feu. Très attaché à sa santé. Pourquoi? Pour durer au pouvoir. J'ai vu une de ses vidéos où il fêtait son anniversaire et où il dit que lui, il souhaiterait fêter ses 100 ans. Mais ça, c'est comme l'annonce d'un cauchemar pour le peuple congolais. Si ce monsieur-là doit vivre jusqu'à 100 ans, et comme il est incapable d'envisager de vivre comme ancien président, ça veut dire que monsieur veut être au pouvoir jusqu'à sa mort. Bon, il a prévu quoi? Le jour où il tombe, ça serait quelqu'un de son clan, si possible son fils, Denis Christel, qui récupère la chose. Voilà le plan. Mais les maîtres néocolonialistes n'ont pas confiance en cela. Ils ne sont pas sûrs que même à l'intérieur de l'appareil d'État congolais, le schéma de Denis Sassou Nguesso là, pour Denis Christel puisse marcher. Ils ne sentent pas ce schéma. Donc ils prévoient qu'un groupe d'officiers, minoritaires éventuellement, fasse le coup d'État au bon moment. Bref, un groupe d'individus oligarques, un groupe d'individus Mamadou Doumbouik, hein,
un groupe d'individus Mamadou Doumbouik ou Oligui Nguemaïk. Ce groupe-là aussi est préparé au Congo-Brazzaville progressivement, parce qu'ils ne veulent pas être surpris. Il ne faut surtout pas que le Congo, qui est encore une manne pétrolière et gazière importante, bascule entre les mains de panafricanistes révolutionnaires congolais, qui reprendraient le travail du camarade Marien Gouabi, là où il a été interrompu. Ah non, ça pleurerait dans toutes les chaumières du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux pendant des heures et des heures. Qu'un autre Marien Gouabi émerge au cœur du Congo-Brazzaville. Ah non, surtout pas ça. Donc, on prévoit un coup d'État néocolonialiste. J'ai cité qui encore? Centrafrique. Mais Touadéra a décidé d'aller vers une logique de présidence à vie. Il veut le 3e mandat, il veut le 4e mandat, il veut le 5e mandat. Touadéra est incapable de se concevoir comme ancien président centrafricain. Il a pris goût d'une manière extrêmement irrationnelle au pouvoir et il est en train de développer toutes les mauvaises habitudes des pires dirigeants africains. D'ailleurs, qui sont ces modèles, Touadéra? Il a montré au monde entier qui sont ces modèles. Ces modèles, c'est Paul Biya, c'est Obiang Nguema, c'est Denis Sassou Nguesso. Ce sont tous ses conseillers. C'est sur eux qu'ils se règlent. Et ils se rêvent en permanence dans une durée au pouvoir comparable à celle de Biya, Touadéra. Le monsieur, il a perdu le contact avec la réalité de la vie de son peuple. La seule réalité qui l'intéresse, c'est de multiplier les subterfuges maintenant pour rester au pouvoir. Voilà comment même son alliance avec la Fédération de Russie est en perte de vitesse. Voilà comment il se retrouve encore en train de tendre la sébille à la puissance française pour obtenir 10 millions d'euros d'aide, soi-disant au développement. Une minablerie incroyable a lieu en Centrafrique. Le Centrafrique, c'est le crève-cœur de la révolution africaine contemporaine. Où en est le fameux projet de la monnaie indépendante centrafricaine? Où en est la fameuse crypto-monnaie Sango, qui devait permettre à ce pays de faire entrer des devises et d'investir? Où sont les projets hardis qui avaient été promis à ce peuple, qui se retrouvent ramenés au point zéro? Nous sommes déçus de la politique centrafricaine du président Touadéra et nous le disons. Nous disons qu'il a pris les pires exemples comme ses modèles. Un de trois, il est chez son papa Paul Biya, le despote de mon pays natal, pour demander des conseils. Paul Biya espère en quoi en politique? Il n'espère qu'en l'art de la conservation du pouvoir, non pas en l'art du service du peuple. Quand tu prends celui-là comme maître, eh bien, tu peux faire 50 ans au pouvoir, tu n'apporteras rien de bon à ton pays. Parce que pour Paul Biya, le but de la politique, c'est de rester au pouvoir. Or, c'est la définition la plus nulle, la plus égoïste, la plus narcissique, la plus stupide de la politique. La véritable vocation de l'action politique, c'est le service du bien commun. Et le service du bien commun, il passe par la capacité d'aller au-delà de la perception qu'on a de notre bien personnel et individuel. L'individu serviteur de l'État doit toujours servir l'État de telle façon que lui, il cesse d'être nécessaire à l'État. Il faut que l'État fonctionne tellement bien que l'État soit préparé à se passer de lui. Celui qui a construit l'État, de telle façon que l'État puisse vivre après lui et sans lui, et que l'État soit viable, celui-là a rendu le plus grand service à l'État. Or, un individu qui attache la vie de l'État, qui est une personne morale et collective, à sa vie singulière et individuelle, c'est un criminel d'État. C'est Paul Biya. C'est Ouattara Draman. C'est Gnassingbé Yadema. C'est Denis Sassou Nguesso. C'est Théodore Obiang Nguema Mbazogo. Des gens qui attachent le destin de l'État à leur existence individuelle, singulière, à leur frêle mortalité. Après moi, le chaos. Moi ou rien. Vous connaissez cette psychologie du dirigeant africain criminel. Voilà la vérité. Donc, en Centrafrique aussi, s'ils voient que le schéma de Touadéra, eh bien, risque de se casser la gueule, mais le cycle des coups d'État néocoloniaux va recommencer. Un officier minoritaire soutenu par une alliance de puissances néocolonialistes et impérialistes va surgir là et faire son numéro à Bangui. Et comme Touadéra est en train de perdre le contact avec le peuple centrafricain, mais son régime peut tomber à tout moment sans même que quelqu'un n'éternue. Son régime peut tomber à tout moment sans que quelqu'un éternue même à Bangui.
Parce que les Centrafricains ont espéré quelque chose autour, mettons, de 2019-2020, autour de ce régime. Mais où est passé l'espoir 4 ans plus tard? On apprend qu'ils sont en train d'aller chercher 10 millions d'euros à Paris. 10 millions d'euros. Ouais, Balok Pékin. Ça fait honte. Ça fait très honte. Bon, pays suivant. Le Sénégal. Mais le Sénégal, contrairement aux apparences, c'est un pays qui est encore en crise politique. Écoutez, j'ai suivi une séquence là, à l'Assemblée nationale. Une passe d'armes entre l'ancienne ministre des Affaires étrangères de Macky Sall, l'autocrate qui a fui au Maroc. Elle s'appelle Aïssatou Tall. Et le nouveau Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. Il y a eu une passe d'armes entre les deux, à l'occasion du discours de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. Vous savez en quoi consistait le point aigu de la passe d'armes? Aïssatou Tall reproche à Ousmane Sonko de n'avoir pas précisé quelle est sa politique envers le franc CFA. C'est du jamais vu. Macky Sall a été président du Sénégal 2 mandats. Il n'a rien fait au franc CFA. Aïssatou Tall, la ministre, bras droit de Macky Sall, vient menacer Sonko en disant, dans ton discours de politique générale, tu ne nous as pas dit quand tu vas abolir le CFA. Est-ce que vous voyez le piège que les Macky Salliens tendent à Sonko? Ils savent que les France-Africains qui sont encore présents dans le régime PASTEF, qui tiennent encore des postes clés dans le régime PASTEF actuel, ils sont là pour veiller à ce que le CFA ne soit pas démantelé. Et Aïssatou Tall, comme elle veut que Sonko et Diomaye tombent, elle les pousse à commencer à parler du problème du CFA. Elle sait que ça va provoquer des maniants, que les dernières poches du néocolonialisme français attendent Sonko et Diomaye autour de l'affaire du CFA. Je vous rappelle que le siège de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest est à Dakar. La chute du CFA, c'est la chute de l'impérium français au Sénégal. Donc Aïssatou Tall, qui a été ministre, son patron a été président plus de 10 ans là. Hein. Ils n'ont rien fait au CFA. Elle est sur Sonko. On n'a rien entendu sur le CFA. Et puis elle ne s'arrête pas là. Hein. Elle a dit une deuxième chose. Elle dit que Ousmane Sonko dit qu'il va abolir la loi d'amnistie. La loi d'amnistie qui a permis, globalement, à ce que Ousmane Sonko, Diomaye Faye sortent de prison, qu'il soit candidat et qu'il soit élu. Mais la même loi qui a permis de passer par perte et profit, les centaines de Sénégalais assassinés par la répression de Macky Sall. Macky Sall en a profité pour laver ses mains souillées de sang dans l'eau pure de l'amnistie. Il a fait comme ça, fia, j'ai rien fait. Bon. Vous savez ce que dit Aïssatou Tall? Elle dit à Sonko, si vous voulez abolir la loi d'amnistie, c'est votre problème. Il faut abolir. Abolissez. Je ne suis même pas contre. Abolissez la loi d'amnistie. Mais après, vous serez confrontés aux conséquences. Vous entendez ce qu'elle dit? Elle le menace pour dire, il y a eu un deal pour que vous arriviez au pouvoir. Diomaye et Sonko. On a dit, on va faire une loi d'amnistie qui vous permet d'être candidat et qui permet à Macky Sall de ne pas être poursuivi pour les crimes qui ont été commis sous sa responsabilité quand il était président. Vous avez dit oui. En prison, là-bas, on s'est entendu, on a signé, on a juré. Sur la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita, la Torah, on a juré sur les mannes ancestraux. Hein? Que vraiment, ça va se passer comme ça. N'est-ce pas? Maintenant, vous êtes au pouvoir, sous la pression populaire, vous commencez à dire que vous allez mettre fin à l'amnistie. Mettez donc fin à l'amnistie. Vous allez voir ce qui va se passer. Autrement dit, les poches de la France-Afrique dans l'État sénégalais, dans le régime sénégalais actuel, vont en profiter pour renverser Diomaye et Sonko. Donc, je résume ma théorie. Diomaye et Sonko n'exercent pas encore tous les attributs effectifs du pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas un plein contrôle sur l'armée. Ils n'ont pas un plein contrôle sur les forces de défense et de sécurité. Ils n'ont pas un plein contrôle sur la diplomatie sénégalaise. Ils n'ont même pas un plein contrôle sur l'appareil judiciaire. D'accord? Le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même a avoué ouvertement qu'il était désobéi par des ministres de son gouvernement. Mais à qui obéissent-ils, si ce n'est à la France-Afrique? Il a avoué qu'il s'était plaint du comportement de ses propres ministres auprès du président de la République actuelle, Bassirou Diomaye Faye, et que celui-ci n'avait rien fait. Mais pourquoi Bassirou n'a pas fait quelque chose? Mais parce qu'il sait que ceux qui commandent à ces ministres-là ont un pouvoir supérieur à lui, Bassirou. Donc,
je vous fais observer que le régime PASTEF n'est pas encore stable. Là où il est là, il est menacé de coup d'État. Si le régime PASTEF n'a pas été capable de dénoncer d'abord les accords de coopération et de défense avec la France, d'annoncer un délai strict et limité de retrait des menues troupes françaises et américaines sur son sol, c'est parce qu'il a peur de la réaction des représentants de la France-Afrique et de l'impérialisme occidental en son propre sein. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est parce que couve au Sénégal, sous la cendre, le feu du coup d'État. Les propos de Aïssa Toutal à l'Assemblée sont des menaces à peine voilées de déstabilisation. Si vous faites ça, vous allez voir. Oh, on a écouté plus de 4 heures d'intervention du Premier ministre Sonko, il n'a pas parlé du CFA. Donc, Sonko, vas-y, parle du CFA, comme ça tu vas avoir des gros problèmes avec nous, tu vas voir. Si tu es garçon, il faut parler du CFA. Ousmane Sonko, venant répondre à la Première ministre, n'a même pas le courage d'aller au détail. Il dit seulement, lui, je n'ai jamais peur, je n'ai pas peur des députés. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit, Sonko. On dit de venir dire quand le CFA va être démantelé. Puisque dans votre programme, avant d'être élu à la tête de l'État, vous avez dit que vous mettriez fin au CFA. C'est écrit dans le programme de PASTEF. Donc, votre opposition maintenant, vos anciens geôliers, Madame Aïssa Toutal et son patron Macky Sall, l'autocrate planqué au Maroc, ils vous piègent maintenant. Ils vous disent, parlez du CFA. Parlez du CFA, vous allez voir. Si vous parlez de ça, vous allez voir. Montrez-nous que vous avez des couilles. Parlez du CFA. Essayez de démanteler le CFA. Aïssa Toutal est derrière Sonko. Il y a le CFA là-bas. Il dit, va renverser le CFA. Elle pousse Sonko. Sonko dit, hé, Aïssa Toutal, il faut quitter derrière moi. Quitte derrière moi, ouais. Aïssa Toutal pousse Sonko. Sonko, mettez fin à l'amnistie. Sonko dit, Aïssa Toutal, attention, hein. Faut pas me pousser dans le dos comme ça, je suis pas pressé. Wow. Voilà le jeu malsain auquel nous avons assisté au Parlement sénégalais. Ça fait pitié. Des dirigeants de PASTEF qui sont poussés à prendre des décisions du programme de PASTEF contre leur propre volonté. C'est du jamais vu. L'aventure ambiguë atteint des niveaux ridicules. C'est Aïssa Toutal, là. Cette femme-là qui a été tellement méchante envers les Maliens, méchante envers les Burkinabés et les Nigériens, qui était la diplomate cerbère de Macky Sall pour maltraiter l'Afrique souveraine. C'est cette femme-là maintenant qui se cache derrière Sonko et Sonko. Sonko, faut parler du CFA. Sonko dit, non, non, waouh, je ne parle pas du CFA. Faut parler du CFA. Sonko dit, je ne parle pas. Tu vas me faire quoi? J'ai pas peur de toi. Elle dit non, faut parler. Vous avez dit que vous alliez abolir ça. Parle de ça. Mais où est Diomaye? Bon, Diomaye, faites l'amnistie, vous allez voir, faites l'amnistie. Diomaye dit, oh, et je n'ai plus l'intention de précipiter cette affaire d'amnistie. On dit non, non, Diomaye, parle fort, tu as une grosse voix, ta vraie voix est grosse, parle fort. Je dis que je n'ai plus l'intention de prolonger cette histoire d'amnistie. Le peuple sénégalais dit, c'est pas possible. Oh! On a qui comme dirigeant? Ou bien on est en train de rêver debout. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? C'est l'opposition qui rappelle au pouvoir ses engagements d'opposants. Astaghfirullah. Mais c'est gâté fini, à Dakar. Aïssa Toutal qui demande à Sonko de parler du CFA. Sonko dit, non, non, je ne veux pas. Sonko, mettez l'amnistie, abolissez l'amnistie, vous allez voir. Vous allez répondre devant le peuple. Sonko dit, non, non, c'est pas comme ça. Allons-y doucement. On dit, hein? Sonko parle comme Macky Sall maintenant. Bassirou parle comme Macky Sall. Ils sont pour la négociation, l'amiable. On va aller vers un compromis. Hein? C'est ça la rupture? Vous nous avez servi la rupture. Vous étiez les rupturologues, les rupturophiles, les rupturocrates. Vous étiez même les rupturoesthètes. Vous avez créé même l'esthétique de la rupture. L'esthéto-rupturologie. On arrive maintenant. Vous êtes devenus lisses, invisibles, illisibles, inodores. Vous êtes devenus comme ça, sans saveur. On ne sait plus qui est qui à Dakar. Et c'est cela que j'appelle le commencement d'une nuit des longs couteaux. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Quand c'est Aïssa Toutal qui rappelle à Sonko ses devoirs
c'est qu'il y a un loup. Et je dis que tant que Diomaye et Sonko n'ont pas entièrement repris en main l'appareil sécuritaire du Sénégal, ils ne sont pas à l'abri d'un coup d'État. C'est ce que j'ai dit. Et tant pis pour ceux qui n'en prennent pas bonne note et qui ne vont pas le dire à nos deux grands aventuriers ambigus, comme j'ai eu raison de les appeler. C'est ce qu'ils sont. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.